Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors n'hésitez pas à liker, partager la chaîne YouTube et puis à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Donc aujourd'hui, je reçois une femme. Alors, une femme multitâche, même là, elle était en mode course contre la montre. Je vous présente Stéphanie. Comment tu vas, Stéphanie ? Écoute, je vais bien. Bonjour à tous. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été une course contre la montre. On en rit, mais je pense que tu dois être en mode oh là là. Non, mais là, franchement, cette journée a été vraiment, vraiment intense. Mais c'est tellement un plaisir de pouvoir partager avec toi et d'échanger. Donc, super. C'est vraiment... Pour moi, on est là, on est ensemble, super. On passe un moment bien. En tout cas, moi, je suis super contente de t'avoir. Je t'ai rencontrée, du coup, à ton studio photo dont tu vas nous parler, je pense. Oui. Est-ce que tu veux te présenter, du coup, aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent déjà ? Ah, bah écoute, oui, je veux bien me présenter. Alors, je m'appelle Stéphanie Guitonneau, j'ai 39 ans. D'accord. J'ai 3 enfants. Je vis avec mon mari, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble au mois de décembre. Ah ouais. Donc j'ai créé une société qui gère plusieurs entités, donc un studio photo, une marque de cosmétiques, un studio photo, je crois que je l'ai déjà dit, un magazine et une agence 360, c'est sur l'identité visuelle des jeunes entrepreneurs et des marques. Ah ouais. Donc, mais comment tu fais tout ça ? Parce que, t'as qu'une journée, en fait. On n'a qu'une journée, c'est vrai. Ça demande de l'organisation, mais surtout, faut savoir que quand on fait pas mal de choses, on n'est pas tout seul. Oui. On est soutenu et j'ai vraiment une équipe formidable. Ouais. Franchement, c'est ma deuxième famille et derrière, sans eux, je pourrais pas être là. On me dit, je sais que les gens aiment souvent me dire, mais tout ce que tu fais, mais et au final, je dis juste que j'ai des gens en fin de compte qui m'aident à pouvoir réaliser mes rêves et sans eux, je pourrais pas être là où je suis parce que c'est des gens passionnés, mais c'est des gens qui croient en ce que je fais. Donc, ils m'accompagnent et c'est comme ça que j'arrive à faire ce que je fais. Tu délègues et en déléguant, c'est que tu as confiance et que tu dis que les personnes, en fin de compte, elles vont t'emmener loin, elles vont t'aider à réaliser ton rêve. Donc, non, je réussis pas seule, mais c'est de l'organisation. Hein. Il y a aussi beaucoup la famille. Je travaille beaucoup avec la famille. Ça, c'est top. Et non, c'est clair. Et puis, j'ai quand même le père de mes enfants, mon mari qui est vraiment, heureusement, qui m'aide beaucoup, même vis-à-vis des enfants. Il est quand même assez présent. Donc, ça me permet aussi de faire tout ce que je fais parce que ça demande, quand on est entrepreneur, une certaine organisation, mais aussi des sacrifices. Oui. Donc, niveau famille, etc. Niveau famille, ça demande de s'organiser vraiment autrement et de se dire qu'à un moment donné, tu dois privilégier, mais quand tu as des moments avec ta famille, à fond, tu dois être à fond. Ouais. Tu dois être à fond, tu profites à fond, tu es vraiment avec eux à fond. Quoi. Et du coup, donc là, on a la Stéphanie d'aujourd'hui, accomplie, qui a plein de choses, qui gère plein de trucs. Mais c'était qui la Stéphanie jeune, enfant ? T'es née où ? T'as grandi où ? Quelle est ton histoire ? Mon histoire, c'est... alors moi, je suis née à Gonesse. J'ai grandi à Sarcelles, dont je suis extrêmement fière parce que c'est là-bas que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. La Stéphanie d'avant, elle a toujours été quelqu'un de très indépendante, dû par l'éducation avec ma mère, puisque ma mère, elle a quand même élevé ses 5 propres enfants, dont 2 aussi, non, plus 2, pas dont 2, mais plus 2 de sa sœur, sa petite sœur. Et donc, on était 7 et n'étant plus avec mon père, elle a dû nous éduquer, elle nous a très bien élevés et elle nous a montré comment une femme peut avoir une force et quand elle croit et qu'elle veut donner le meilleur de elle-même, même quand un homme n'est pas là, elle peut donner une très bonne éducation à ses enfants et les amener à se réaliser. Donc, la Stéphanie d'avant, c'était une rêveuse. Elle rêvait de plein de choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'on m'aurait dit que j'allais atteindre ça. Je ne l'aurais pas pensé, mais les choix de ma mère de m'avoir ouvert les portes en me mettant à l'internat en dehors de Sarcelles. Quand je suis revenue de l'internat, elle m'a mis à l'école à Paris. Et ça a ouvert, en fin de compte, un réseau qui était différent de gens que je pouvais fréquenter à l'époque quand j'étais à Sarcelles. Et ce qui m'a ouvert aussi mon esprit.
Parce que on a une vision quand on est en banlieue, mais on en a une autre quand on voit d'autres cultures, d'autres façons d'être. Et ça m'a permis des rêves que déjà quand j'étais sarcelloise, et ben après de devenir adulte, et ben de découvrir de découvrir Paris et même d'autres régions de France au final, puisque j'étais à l'internat à Alençon. Ça m'a donné un truc vraiment différent. C'est trop beau ce que tu dis. En tout cas, tu as un lien fort avec ta maman quand même. Très fort. Mais mon mari m'a dit, mais jusqu'à maintenant, il me dit, mais j'ai 39 ans, mais il me dit, t'as pas coupé le cordon. Bah non, j'ai pas coupé le cordon. Ma mère, elle est là. Tu sais, tu restes l'enfant de ta mère, même à 40, 60. C'est clair. Ma mère, elle me voit une fois, ça m'a fait délirer parce qu'une fois, on est ensemble, on va au marché de Sarcelles, on rentre du marché de Sarcelles, j'allais pour traverser. Ma mère m'a tenu la main. Et je dis, mais maman, j'ai 3 enfants quand même. Donc c'est pour te dire, il y a des fois, il y a des choses qui sont assez marrantes. Mais c'est beau en tout cas de voir que tu as une complicité et de voir que c'était une femme forte, si je comprends bien. C'était une femme très forte. Et tu as pris d'elle aussi, hein, je pense. Enfin, du peu que je te connais. J'ai pris beaucoup d'elle. Elle te montre comment la gestion de l'émotion et d'avoir une confiance inébranlable en soi et en Dieu, parce que je suis quand même quelqu'un de pratiquante et de croyante, et ça fait quand même pas mal. Donc, C'est superbe. Elle m'a envoyé quand même pas mal de bons messages. Et du coup, donc, là, on est censé parler de maternité, désir ou non. Donc, j'ai pu comprendre que tu avais 3 enfants. Oui. J'ai pu comprendre aussi que ton histoire était particulière. Donc, tu es tombée enceinte de ton premier enfant, alors que tu étais assez jeune, il me semble. J'étais très jeune. Ouais. Est-ce que tu veux raconter un peu Alors, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai rencontré Jimmy, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. D'accord. Et moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, autant vous dire que c'est pas évident parce que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Après, on s'était fiancés, ok. Mais je venais juste... Moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je venais juste de signer un CDI. Et en plus, j'étais en période d'essai. Ah oui. Et c'est surtout que j'étais pas prête. Parce que quand je suis arrivée, en fin de compte, pour voir le gynécologue qui m'a dit que j'attendais ma fille aînée. Dieu merci qu'on l'a gardée. Je m'y attendais pas, donc déjà ça a été waouh. Et puis comme on était jeunes, quand même, tu tombes enceinte à 21 ans, tu te dis waouh. Et en plus dans tout le groupe, on était jeunes quoi. Tout le monde disait mais ça y est, c'est ta fille, elle est foutue. Voilà, c'était foutu. Puis moi en plus, c'est quand je l'ai appris. À l'époque, mon mari, lui, il était parti en vacances. Et ma mère, elle était en Afrique. Ça, c'était l'heure. Là, l'heure était grave. Donc, ça veut dire, je me rappellerai toujours. Une fois que je l'ai appris, je me suis mise sous la douche et je laissais l'eau tomber. Je pleurais, je disais. Mais comme dans les films. Comme dans les films. J'étais en train de me dire, mais comment je vais le dire à Jimmy et comment je vais le dire à ma mère. Donc, le truc tellement fuyarde. Ma mère, elle était au bled. Au lieu de l'appeler pour lui dire, j'ai écrit une longue lettre. Le temps que ça arrive. Donc, quand j'y repense, je me dis quand même c'était fou. J'ai écrit une longue lettre à ma mère en lui expliquant que j'étais enceinte, tout ça, et que... Mais dans la lettre, je l'avais déjà annoncé à Jimmy, donc c'était le truc qu'elle m'appelle déjà pour le dire. Mais c'est vrai que pour l'expliquer à Jimmy, j'étais hyper surprise de sa réaction parce que quand je lui ai dit, je m'attendais tellement qu'il me dise ouais non ça va pas, ça fait qu'1 an. Non, il m'a dit waouh super, les gars j'ai une nouvelle. Et tu sais, toi t'es en mode c'est le truc, tu te dis, mais j'ai vraiment entendu là. Et puis, alors que moi, je m'attendais à ce qu'ils disent non, mais ça va pas. Et puis, tu sais, j'étais en train de me dire, j'avais déjà commencé mon scénario, je vais pleurer, comment on va faire? Et puis, non, il l'a super, super bien pris. Wow. Et c'est ce qui a fait qu'au final, de décider de garder la grossesse, ça a été une évidence. Et ça a été, on va la vivre à 2. Donc, même à un moment donné, ma mère m'a dit qu'il portait la grossesse parce qu'il a pris tous les kilos que j'avais pris. Il grossissait, j'avais mal aux dents, il avait mal aux dents. En plus, des fois, à un moment donné, je disais à ma mère, mais soude-moi. Je lui dis que je me sens pas bien, donc va chercher ce que je te demande parce que je me sens pas bien. Il me disait qu'il n'était pas bien. Je dis, mais attends, moi je porte et lui, et c'est là que ma mère elle m'a dit, tu sais, ma fille, en Afrique, on dit, il porte la grossesse. Et elle me dit, donc tu as des mots, il les a, tu grossis, il grossit. Il y a des hommes qui portent la grossesse et je pensais même pas que ça existait, mais fou, ça c'était aussi, c'était franchement, c'était marrant. Au moins, c'était fusionnel. Enfin, vous faisiez le truc à 2, quoi. Vraiment. On l'a vraiment, et franchement, pour de jeunes
on était jeunes, et c'était vraiment... c'était surprenant. Moi, la réaction de Jimmy a été vachement surprenante. Oui. Et aujourd'hui, ma fille, elle a 16 ans, et si c'était à refaire, je le referais. Mais sans aucun regret, parce que là, j'ai mes 3 enfants, entre Nila qui a 12 ans et Yuna qui a 7 ans. Et là, je vois, je vais approcher la quarantaine. Et mes filles, je les vis à 100%. Je suis dans... Alors, pour elles, même si elles vont me dire que des fois, je suis pas dans le coup parce que je suis plus de leur âge. Mais tu vois, je les comprends. T'es proche, quoi. Je suis proche. Parce que c'est vrai qu'avec ma mère, elle a eu à 40 ans et on a 40 ans de différence. Et je trouve qu'on est quand même toujours aussi proches. Mais quand tu fais des enfants jeunes, les gens ils te disent que tu vas regretter. Et franchement, si t'es à refaire, je ferais la même chose. Vraiment, sans hésitation, la même chose. Et du coup, t'es quel type, donc t'as déjà un peu parlé, mais quel type de maman tu es aujourd'hui? T'es plutôt la bonne copine, t'es plutôt la maman qui est proche, mais qui reste quand même... Alors, moi, je dirais que je suis la bonne copine et la maman qui met quand même ses règles. La bonne copine, pourquoi? Parce que le fait de pouvoir parler sexualité aujourd'hui avec mes enfants, il me semble ça hyper important. Déjà, à l'époque, nous, il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, on n'avait pas tout ça. Il y avait déjà des trucs qui fusaient et on faisait attention. Ma mère ne m'a pas parlé de sexualité avant un certain âge, avant que justement j'ai pu avoir mes gosses. Elle n'osait pas. Alors que le fait que mon grand frère, parce que j'ai été élevée par mes 2 grands frères, l'un de mes grands frères me parlait facilement de sexualité, ce qui fait que j'ai eu confiance, j'ai pas fait n'importe quoi, n'importe comment. Il est venu, il m'a vraiment expliqué les choses. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille de 16 ans. Je sais comment... Et en me disant que plus je vais être dans l'écoute et lui donner des conseils, moins elle aura peur de venir me dire quoi que ce soit. Demain, j'ai pas envie qu'elle attrape des maladies sexuellement transmissibles. J'ai pas envie qu'elle soit enceinte et qu'elle se dise qu'elle me le dise pas. Donc, en fin de compte, elle va faire une connerie. Je veux que ce soit sexualité ou quoi qu'est-ce. Je veux être sa copine à qui elle peut venir se confier en me disant « Maman, j'ai un copain. Maman, voilà comment ça se passe. » Est-ce que tu peux me donner et de me dire si demain c'est moi qui dois l'accompagner pour aller prendre la pilule, je préfère qu'elle fasse avec moi qu'elle fasse avec une copine. Clairement. Donc après par contre il y a les études, c'est les études avant. Il y a ça, donc il y a ce côté ouverte et on peut parler de tout. On va faire quand là tu vois il y a bientôt les soldes, donc elle m'a dit maman on fait notre shopping ensemble. J'ai ma période où là on est parti d'un fois, elle m'a dit oui j'aimerais bien qu'on dîne ensemble, je l'ai emmené sur les champs, on s'est fait notre moment à toutes les deux. Il y a ce moment-là, et j'essaie vraiment de le faire avec les 3 parce que c'est un moment donné où c'est leur moment à elles avec moi. Mais il y a le moment aussi, tu dois toujours redonner et tu dois toujours donner des règles. Parce que même pour elles, quand elles auront des enfants plus tard, elles pourront leur redonner ces mêmes règles. C'est ça. Donc c'est important. Tu dois avoir de la fermeté, mais ça n'empêche pas que tu dois être proche d'eux pour qu'ils puissent se confier à toi. C'est important. C'est hyper... Ça, c'est un truc, moi, qui m'a manqué, du coup, quand j'étais plus jeune. D'accord. Et je me dis d'avoir une maman comme toi qui fait ce travail, cet effort aussi. Et je pense que ça doit être naturel aussi pour toi, en fait. Oui, c'est naturel. C'est naturel, mais je te cache pas que quand tu veux commencer à lui parler de sexualité, c'est « Mais maman tu me gênes. Mais non. Et puis alors, oui, t'as eu des rapports. Mais maman Elle veut pas, mais après, des fois, tu vas lui parler de certaines choses, la discussion va pouvoir arriver, mais en plus je l'amène à la rigolade comme ça, je me dis je la charrie, ça casse et là ça casse le truc, mais tu vois, elle a su me dire voilà, j'ai un copain, maman ça fait tant de temps, maman comment ça se passe, et après c'est comment un homme, tu estimes qu'un homme respecte une femme, comment, et là c'est là que tu rentres avec elle et que tu es dans le partage, et c'est important parce que demain faut pas que ton enfant puisse te casser quelque chose ou se dire qu'il peut pas échanger avec toi. Ça c'est le pire, je pense. Et du coup tu parlais de transmission de règles et beaucoup d'autres trucs, mais toi, du coup, tu es d'origine camerounaise. Oui, je suis d'origine camerounaise. Comment tu transmets, du coup, ta culture, ce que tu as pu, toi, recevoir? Alors, comment je transmets déjà? Ce qu'il y a, c'est qu'avec avec ma mère, on fait quand même pas mal de repas le dimanche avec ma mère par mois. Ma mère, tu vois, par exemple, au départ, mes filles mangeaient énormément européen. D'accord. Et du jour au lendemain, elles ont commencé à réclamer des plats que leur grand-mère faisait. Alors qu'avant, elles mangeaient, mais bon, elles ont toujours aimé, mais voilà, elles ne demandaient pas. Et là, au fur et à mesure, elles ont commencé à me dire « Ouais, maman, est-ce que tu peux nous faire tel plat, tel plat, tel plat ?» Et là, la dernière fois, tu vois, pendant le confinement, on a appelé ma mère, on faisait des visios.
Elle me disait tout ce qu'il fallait que j'aille acheter. Et là, on lui redisait pour qu'on puisse voir les plats. Et des fois, ça va être rien que quand elles vont demander des histoires à ma mère, c'est elle qui peut amener parce que moi, j'ai pas été aussi souvent en Afrique que certains ont pu l'être. Je suis pas née là-bas. Et en plus, à l'époque, mon père avait, quand ils sont arrivés en France, mon père voulait tellement être, vraiment intégré en France que quand ils sont arrivés d'Afrique, il lui a interdit de nous parler, en fin de compte, notre langue maternelle. Donc ça fait que nous, maintenant, on la comprend, mais on la parle pas forcément. Et ça, c'est des choses aujourd'hui que mes filles me demandent. Donc quand elles sont avec ma mère, elles vont te demander des mots, elles vont sortir, mais elles sont totalement en recherche de leur culture. Donc moi, c'est bien, des fois, on va regarder des films, je vais leur donner des livres, et des fois, je vais dire à ma mère, maman, raconte-nous encore des histoires, et tu sais, elle vient, elle nous raconte, et ça, même moi, je continue à apprendre sur ma propre culture, aussi, et je me nourris. Le seul truc que je dis toujours à mes filles, vous êtes peut-être pas nés là-bas, mais sachez que quand on vous voit, on ne vous voit pas caucasien, on vous voit que vous avez des origines. Connaissez vos origines africaines et connaissez votre histoire. Ce qui est important parce que c'est ta richesse, en fin de compte, c'est ton histoire. Et ton histoire, c'est ton identité. Et ce qui fait que, comme ça, tu n'es pas toujours en recherche au final et tu sais à qui t'appartiens. Tu connais et puis, comme je dis souvent, à un moment donné, ta terre te rappelle. C'est clair, c'est tellement beau, mais c'est vrai en plus. Je pense que du coup, même moi, ma mère me parlait soninké du coup, mais je ne parle pas du tout la langue. Et je sais que c'est un truc qui me manque. Ah, moi, ça a été, franchement, pendant plusieurs années, ça m'a frustrée. Ouais, tu t'es dit mince, quoi. Parce que t'as une partie de toi, au final, qui t'est enlevée. Ouais. C'est ça. Il te manque un truc, quoi. Ouais. Mais et du coup, donc tu as eu ta première fille. Et comment tu t'es dit que tu allais faire la deuxième, puis la troisième? C'est du coup, tu savais que tu allais devenir maman. Oui. Ouais, tu l'as toujours voulu en fait. Alors, pour moi, tu peux avoir un désir. Certaines femmes, même des fois, elles ont un désir et quand l'enfant est là, elles ont une autre réaction pour avoir rencontré ce genre d'expérience. De gens qui ont vécu ce genre d'expérience. Alors, je savais que j'allais avoir des enfants, mais en fin de compte, mère, tu ne l'es pas de base, tu apprends à le devenir. Tu apprends vraiment à le devenir quand tu as ton premier enfant. C'est pas parce que tu as donné la vie que tu es une mère. C'est pas parce qu'un père donne les gènes pour que tu puisses avoir un enfant qu'il est père. Il apprend à être père. Un père, c'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui répond à des besoins de son enfant, qui est là et qui soutient son enfant dans ce qu'il fait. Demain, tu peux avoir une mère qui a donné la vie, elle n'est pas mère. Mais par contre, une autre personne, peut-être qui l'aura adopté, sera même plus mère que la personne qui l'aura porté. Donc, c'est vraiment une approche qui est totalement différente. Maintenant, je sais que quand moi, j'ai eu ma deuxième, j'avais décidé en fin de compte de me dire que je voulais du temps pour chacune de mes filles. Si tu veux, quand à la première, la deuxième, j'ai eu 4 ans après parce que je voulais prendre le temps de m'occuper de la première. Et quand la deuxième va arriver, la première aura des jalousies, aura des craintes parce qu'elle sera plus toute seule. Mais tu auras la possibilité, parce que comme elle rentrera à l'école, de pouvoir t'occuper finalement de la deuxième. Donc il y aura les moments que tu donnes vraiment à la deuxième pendant que l'autre est à l'école. Et quand elle rentre de l'école, là, tu as du moment pour elle. Donc c'était vraiment ça qui était important pour moi. Donc moi, ça a été 2004, 2008, 2012. Toutes les 4 ans, dès qu'une autre est rentrée, ça me permettait. Et ça te permet même à toi de retrouver ton corps. Parce qu'il y a certaines femmes que moi, j'ai pu rencontrer qui sont rentrées dans une sorte de dépression et de ne plus s'aimer parce qu'elles ont fait d'affilée. Donc ça fait qu'après, elles n'ont pas retrouvé leur corps. Et après, elles se sentent plus femmes, plus aimées. Et là, je vois que quand nous, on fait des relookings, par exemple, parce qu'au studio photo, on fait du relooking au final. Et c'est des femmes qui se retrouvent plus, qui ont perdu soit des fois, qui ont pris énormément de poids et après, elles ont dû faire des interventions pour perdre beaucoup de poids, mais elles se retrouvent plus. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je me dis que c'est un travail où toi-même, tu as besoin, des fois, tu peux avoir besoin d'aide. Donc, et c'est ça que tu as, parce que j'ai vu, donc en plus du studio, peut-être que tu vas nous en parler aussi, de comment tu donnes confiance aussi aux femmes, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti, d'arriver. Tu sais, il y a un truc, un pouvoir que tu donnes aux femmes. Alors, je dis toujours qu'on est tous faits d'énergie, et quand tu as des énergies positives, même si une personne, elle n'est pas forcément bien, tu sais, c'est la loi de l'attraction, on est tous... fait d'énergie au final. Et quand une personne, elle arrive, même si elle n'a pas, tu captes à un moment donné qu'est-ce qu'il va faire. Il y a une symbiose qui se met et là, tu lui montres comment elle peut avoir confiance. Après, ce qu'il y a, c'est avec mes équipes, c'est vraiment de partir sur le principe
de ne pas dénaturaliser qui elle est, mais c'est de lui montrer avec ses atouts comment on peut la mettre en avant et comment l'image va la mettre en avant. Et si tu sors de belles images d'elle, quand elle va se regarder, elle va dire c'est moi ça. C'est ça. Mais oui, c'est toi. C'est juste qu'on t'a mis tellement à l'aise qu'on a pu capturer. En fin de compte, tu captures des moments, des instants présents qui sont toi, mais c'est des toi enfouis. Oui. Et ben moi, mon travail, en fin de compte, c'est ce que tu as enfoui. Je te le remontre. Et après de ça, quand tu l'as toujours en face de toi, tu te dis, ah ouais, je peux être cette femme-là. Et ben c'est comme ça qu'on travaille. C'est vraiment l'image, c'est comme ça que ça peut faire le déclic de la femme. Oui. Ça, Et tu peux rappeler peut-être le nom du studio Alors, c'est DF Studio. Paris. On se trouve dans le 9e arrondissement, au 111 rue du Faubourg Poissonnière. Allez-y, venez avec grand plaisir. On se fera un plaisir de vous mettre en avant. Et il y avait une dernière question que j'avais, c'est que j'ai pu voir en fait que tu avais créé une association, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu veux en parler? J'étais là, mais c'est génial. Alors, j'ai créé l'association parce que je m'étais rendu compte que la confiance en soi, c'est hyper important. Mais tu sais, tu as des femmes, des fois, elles ne savent pas forcément comment aller à un entretien de travail. Elles ne savent pas comment faire forcément un CV. Ou même des fois, c'est que tu as été en congé mat, et parce que ça m'est arrivé, j'étais en congé mat, et ben j'avais peur de repartir au travail, pourtant c'était une boîte qui me connaissait déjà, et tu sais plus comment te comporter. Et je me suis dit que quand tu fais une association où tu permets aux femmes d'avoir confiance en elles, que ce soit sur le côté professionnel ou personnel, elles échangent, et quand tu as plusieurs femmes qui viennent raconter leur expérience, c'est des expériences différentes, mais tu te rends compte que d'autres vivent des choses différentes, mais elles t'apprennent, elles te cultivent dans t'es pas seule, et tu peux surmonter et tu peux y arriver. Et après, de là, nous, c'est de dire, écoute, demain, tu vas au travail, voilà comment tu peux faire au final. Des fois, c'est des trucs tout simples, parce que tu vas leur dire, écoute, tu as juste à mettre un mascara, tu mets un petit coup de gloss. Si elles ne sont pas habituées à mettre tout ce qui est fond de teint, tout ça, tu leur dis, petit mascara, petit rouge à lèvres, et c'est fini. Ou ton cheveu, tu le fais comme ça, tu fais ce petit truc-là, c'est bien. Ou d'habitude, tu t'habilles comme ça quand tu es à la maison. Mais si tu mets juste une robe ou même un pantalon avec une chemise, ça va donner un autre style. C'est juste de les guider. Mais en gros, l'association, elle a été créée pour ça. Et c'est comme ça qu'on permet à montrer aux femmes, telles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines, quelles que soient, qu'elles soient petites, minces. On est là, mais on est là pour elles. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'une beauté, mais il y a différentes beautés. Il y a plusieurs beautés. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on aime nous montrer dans les médias, c'est pas la réalité de ce qui se passe dans notre France. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de montrer qu'il y a différentes beautés et des fois, même ces beautés-là, elles sont même plus belles à mettre en avant. Oui. En tout cas, est-ce que tu veux rappeler le nom de l'association? Alors, c'est Tanila Woman. C'est ça. Voilà. Écoute, c'est génial ce que tu fais. Non, j'ai été là, mais je savais pas, j'étais pas au courant, mais je vais communiquer dessus parce que c'est un super projet. Là, si tu veux, il y a aussi là où tu peux communiquer, en tout cas parler, parce que pour moi, il me tient à cœur, c'est que quand j'ai créé ma marque de cosmétiques Beauté Insolente, pour moi, ce qui était important, c'est alors toutes les filles, elles deviennent l'égérie de ma marque, mais le concept, c'était de dire, c'est pas juste une égérie, c'est pendant 3 mois, ils sont coachés par des vrais coachs. Il y a 20 finalistes, mais sur les 20 finalistes, en fin de compte, la gagnante, elle part avec nous à New York, on la shoot, elle devient l'égérie de ma marque. Mais avant tout ça, c'est que pendant 3 mois, elles sont coachées avec coach en image. Après, tu as en make-up. Tu as vraiment tout. C'est un vrai coaching que j'en prendrais en relooking qui te reviendrait à plus de 3 000 €. Mais nous, si elles ont fait partie des sélections, et pendant 3 mois, on leur ramène à avoir confiance en elles. Donc ça, c'est vraiment top. Parce que derrière, t'as quand même, on leur fait un vrai relooking. Elles sont publiées dans le métro. Après, il y a une finale, elles passent devant les gens et il y a vraiment un vrai jury de professionnels qui prennent. Et c'est pas forcément, on a eu à un moment donné une fille qui avait gagné et qui faisait du 46. Et c'est parce que on lui a amené à avoir confiance en elle. Et vraiment, le prix, même le public avait vraiment voté. Donc le prix public vraiment avait voté pour Béatrice parce que quel que soit le poids et la taille qu'elle faisait, elle avait tout d'une femme pulpeuse, mais qui était, on avait réussi après à amener le fait qu'elle accepte totalement la femme qu'elle était et elle venait en plus défendre ça, donc c'était hyper top. Waouh, bravo en tout cas. Merci. Merci. Alors pour finir, il y a les questions tant que je serai noire. La première c'est est-ce que tu veux citer une chanteuse afrodescendante que tu kiffes, que tu adores et tu te dis tout le temps elle me donne de la pêche Alors
D'habitude, j'en vois en avance, mais là, j'ai oublié. Alors, parce que c'est... pour moi, à partir du moment où on est noir, tu restes quelqu'un d'afrodescendant. Donc, mais après, ce qu'il y a, c'est que les gens, quand je vais dire son nom, on va me dire oh mais c'est un cliché parce que en fin de compte elle est tellement elle est comment dire, elle est médiatisée, tout le monde entend et c'est pas pour son nom en tant que tel, c'est parce qu'elle fait bouger des lignes et elle envoie des messages que les blancs avaient oublié qu'elle était noire. Beyoncé, quand elle a fait. Non, mais parce que en fin de compte, c'est pas la top des tops, mais à un moment donné, quand elle a fait elle est venue et qu'on lui a demandé de faire le Super Bowl, et qu'elle est rentrée vraiment pour lancer des messages. Là, elle a choqué toute l'Amérique. C'est ça. Et elle a choqué toute l'Amérique parce qu'ils ont dit mais attends. Qu'est-ce que le message elle veut faire passer? Mais en fin de compte, elle a voulu montrer au final qu'elle fait partie, son père, sa mère, en fin de compte, même ses ancêtres, ont fait partie de ça et que c'est une histoire que, ok, elle fait danser les gens, mais ok, il y a une histoire derrière. Et aujourd'hui, je sais qu'elle le fait peut-être de manière différente, mais quelqu'un qui sait lire entre les lignes et qui savent le power qu'elle peut avoir, et ben... dans pas mal de choses où il y a une très très grande influence, il y a pas mal de messages qu'elle laisse passer. Donc, je pourrais t'en donner plein d'autres. Mais elle, parce que je me dis, non pas pour ses chansons où les gens ils te diront, mais si tu regardes certains autres messages, je peux t'assurer qu'on comprend qu'elle est venue et qu'elle va dans des endroits où d'habitude qui ne sont pas pour nous. Et elle, dans ces endroits-là où elle ose, elle fait passer des messages. Quand on a un petit peu... En tout cas, on a une culture générale un peu poussée et on connaît un peu l'histoire de l'Afrique. Il y a des choses que toi, tu vas comprendre, en tout cas, dès que tu vois ces clips. Après, c'est peut-être ça parle qu'à moi ou peut-être à d'autres. Mais ça, pour le coup, ça, moi, j'ai vu dans pas mal de ces clips. Et t'as un titre qu'on peut passer? Elles vont tuer. Alors, t'as Limonade. Après, t'as aussi... Les monettes, c'était... Là, c'était... déjà. Le clip. Et t'en as une autre. Ah, celle-ci celle-ci aussi. The Carter. Quand tu la vois qu'elle est dans le Louvre. Si les gens, ils captent... les messages, là, sont super forts. Hein. Ils sont très forts. Elle a osé, quoi. Elle a osé. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a pu faire ça. Et il y a qu'elle... C'est pour ça que le fait de parler d'elle, c'est de dire que... Et là, on parle de elle te montre, là c'est une reine d'Afrique, elle est en train de te dire, et elle te dit qu'elle a le pouvoir sur un lieu qui n'est pas le sien et que personne, jusqu'à maintenant, avait osé faire ça. Déjà, parce qu'il faut oser le faire. C'est un symbole. Mais elle est venue sur un symbole. Elle est venue, et c'est là où on parle, elle a vraiment osé. Tu vois, regarde ça. Non, mais quand j'ai vu le clip, j'étais là. En plus, il est sorti la nuit, comme ça, en cachette. Et puis, tu te lèves le matin, tu vois ça, tu te dis, mais elle a osé. Elle a osé. Et ça, c'est vraiment... ça parle grave. Et tu vas regarder Limonade. Oui, pareil. Il y a une puissance derrière. Ouais, quand tu es en dépression, tu regardes ce clip, tu te dis, ah ouais, d'accord. Et c'est ça qui te dit qu'en fin de compte, on va te dire, ah, mais elle est venue, elle a donné, elle a fait. Mais en fin de compte, c'est parce que c'est juste par des trucs qu'elle a pu faire, des symboles, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, pour moi, elle a osé. Après, honnêtement, il y a plein d'autres femmes qui ont fait de très, très belles musiques. Mais s'il y avait une et que je me dis qu'il y a un symbole, qui a fait passer des symboles que d'autres n'auraient pas pu faire, parce qu'il n'y avait pas cette médiatisation, c'est bien elle. À mon sens. Hein. En tout cas, tu n'es pas la seule à l'avoir citée, mais j'aime beaucoup aimer ton argumentaire pour justifier ton choix. En tout cas, c'était bien de rappeler que c'est pas juste de elle n'a pas juste diverti les gens. Non, c'est pas juste diverti. Et puis, c'est même le féministe, le féminisme qu'elle travaille, qu'elle te dit. Elle ose, quoi. Elle ose vraiment. Et du coup, là, on va passer côté cinéma, série. Est-ce qu'il y a une actrice afrodescendante aussi qui te
voilà, qui embrasse. Alors moi, je demande en général si c'est une femme qui embrasse son choix de maternité ou non, dans sa vraie vie ou dans son personnage. Est-ce que tu as quelqu'un en tête Alors, il y en a une, mais j'ai mal de... Alors, c'est pas forcément une actrice. Ouais. Non, j'ai une actrice, mais celle que moi, j'aimerais mettre en avant, j'ai trop peur de mal prononcer son nom. Oh, la honte. En fin de compte, c'est la productrice de tout ce que tu regardes, Grey's Anatomy. Oui. Shonda Rhimes. Voilà. Ouais. Et je parle de cette femme-là parce que c'est une des femmes vraiment puissantes. Ouais. Et elle fait passer des messages, parce qu'au début, j'allais dire Kerry Washington, parce que Kerry Washington, c'est une très bonne mère. Oui. Et ce qu'elle a voulu montrer quand elle nous a fait Scandale, elle a été top. Vraiment top. Toi, t'es de la team Scandale, alors. Moi, je suis de la team... j'ai bien aimé Kerry Washington, comment elle pouvait... après, c'est une série qu'on aime ou n'aime pas, mais comme c'était un peu dans le truc politique, j'ai vu de la politique pendant pas mal de temps, et je sais comment, des fois, il y a des crises, des urgences à gérer. Et en fin de compte, tu te rends compte ils sont très pas loin de la réalité. En tout cas, ils sont vraiment... en tout cas, au plus haut de l'État, il y a des choses qui sont totalement réelles, même si on dit que c'est de la fiction. Je pense qu'ils ont dû quand même pas mal s'inspirer de faits réels. Et Kerry Washington est une très bonne actrice, en tout cas une actrice que moi, que j'aime bien. Ouais. Et, mais par contre, je voulais vraiment parler de la productrice, parce qu'elle fait elle fait des séries qui cartonnent, mais qui cartonnent. Et au départ, les gens ne savaient pas que c'était une afro-descendante qui était derrière ça. Et en fin de compte, c'est dernièrement, parce qu'on lui a remis, elle a dit que pour inspirer des femmes comme nous, qu'il fallait qu'elle dise qu'elle est fière, fallait qu'elle puisse... En fin de compte, elle a fait un discours qui était tellement beau, parce que c'était de dire, en général, les hommes, on a plus la facilité de dire, voilà, une sorte... mais les femmes, c'est toujours sur la retenue. Et donc, elle a dit qu'elle était fière et que, elle a bossé dur, mais qu'elle a bossé dur, et qu'aujourd'hui elle est la première, elle est contente d'être la première, et c'est aussi une façon de nous encourager à ne pas avoir honte d'être fière de ce qu'on fait et de le mettre en avant, en fin de compte, parce que quand une femme a fait quelque chose, quelle que soit sa couleur, en tout cas elle aura du mal, mais en plus, comme c'est hyper dur de travailler dans le milieu du cinéma et de grandir, et quand il y a une femme noire comme ça qui réussit, j'ai été hyper contente de voir que cette productrice produit des choses, mais qui se vendent à des millions d'euros, et tu as des millions de personnes qui regardent ces séries. Et elle cartonne. Elle cartonne vraiment. Et c'est une femme, en plus, qui est vraiment engagée aussi pour la communauté. Exactement. Donc, voilà. S'il y avait une actrice, mais je te cache pas que je suis plus sur la productrice, parce qu'elle, c'est un exemple à montrer, et montrer à d'autres femmes. En plus, comme c'est des métiers en plus qui sont durs, c'est ça. Que s'il y a des femmes, elles devraient suivre un exemple, qu'elles s'inspirent de ce qu'elle fait, parce que... franchement, elle a jobé dur, quoi. Ouais. Elle a vraiment bien jobé. Et du coup, tu as commencé à en parler, mais moi, j'aime bien demander à mes invités de compléter cette phrase. Tant que je serai noire. Tant que je serai noire, je continuerai à valoriser les femmes noires afin qu'elles puissent s'affirmer, quel que soit le pays où elles sont. En France, on est peut-être en minorité, mais c'est d'amener de la visibilité. Donc, tant que je serai noire, je donnerai de la visibilité à la minorité. Waouh! Merci en tout cas d'exister, Stéphanie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. Ah oui, avec grand plaisir. Avec des petites surprises. C'est ça. Merci. Au plaisir. Au plaisir.